Bienvenue à tous. Avec une population de plus de 1,3 milliard d'habitants et plus de 473 millions d'internautes, le continent africain a assisté à la montée en puissance de plusieurs plateformes locales de commerce électronique. De nombreuses analyses s'accordent à affirmer que le commerce en ligne peut devenir un véritable levier de croissance et créer 3 millions de nouveaux emplois en Afrique d'ici 2025. Ces perspectives intéressantes ont d'ailleurs poussé de nombreux géants mondiaux du commerce électronique, notamment le chinois Alibaba, à tourner leur attention vers le continent africain. Mais malgré ces belles perspectives, l'Afrique n'a toujours pas réussi à mettre en place un écosystème lui permettant d'exploiter toutes ses potentialités. Faible accès à Internet, prédominance des paiements en espèces, problèmes logistiques, cadre réglementaire et institutionnel inadéquat, environnement défavorable, consommateurs pas totalement avertis. Bref, les défis restent énormes et entiers. Au point où les entreprises Yatou et Afrimarket ont mis la clé sous la porte, témoignant de la difficulté de créer une plateforme de e-commerce rentable sur le continent africain. Mais pourquoi le e-commerce en Afrique peine toujours à apporter des fruits? On en parlera. Bienvenue à tous. Le plateau juste après ceci. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Kenom Zontounou. Bonjour. Bonjour. Administrateur de commerce, vous êtes spécialiste en marketing et stratégie d'entreprise. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir renouvelé. Également présent sur ce plateau, Johannes Goudjanou. Bonjour. Bonjour. Jeune entrepreneur, votre entreprise fonctionne dans le secteur du e-commerce. Bien sûr. Bienvenue. Merci. Alors, pour commencer, nous allons essayer de permettre à ceux qui nous suivent d'être au même niveau de compréhension que nous. Commençons par définir ce que c'est que le e-commerce. Merci, monsieur Crépy. Et on dira tout simplement, et en termes très simples, que le e-commerce, c'est le commerce électronique, donc le commerce en ligne. La possibilité donc que nous avons de pouvoir acheter ou vendre des produits en utilisant donc le moyen électronique à des milliers de kilomètres ou juste dans une aire géographique qui peut être un pays, un continent ou entre plusieurs continents. Donc le e-commerce, c'est simplement cette possibilité que j'ai de pouvoir acheter quelque chose en ligne depuis le Bénin et que j'achète, je sais pas, aux États-Unis, en Chine ou n'importe où sur la planète. Alors, Johannes Goudjanou, vous qui êtes dans le milieu, vous avez écouté la définition qu'il a donnée du e-commerce. Est-ce qu'il y a des aspects que vous voulez ajouter? Bon, pas d'aspect exceptionnel, sinon je dirais que, comme il a dit, l'e-commerce, c'est une activité économique qui se base sur l'achat ou la vente via un réseau informatique. Et ceci a des fins de recevoir ou de commandes. Et ces commandes qui ne sont pas celles traditionnelles que nous connaissons, les commandes telles que par appel téléphonique ou bien télécopie ou une simple demande écrite. Donc l'e-commerce peut également se faire entre entreprises, ce qu'on appelle notamment B2B. Ça peut se faire entre entreprises et consommateurs, les particuliers. Et ça peut également, pourquoi pas, se faire entre une administration, un gouvernement et une entreprise. Donc, c'est des aspects qu'on peut facilement comprendre aujourd'hui. Et il faut également ajouter que l'e-commerce représente, d'après les statistiques de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et pour le commerce et le développement, que l'e-commerce représente à lui seul aujourd'hui 36% du PIB à hauteur de 29 billions de dollars au plan mondial. Et les États-Unis, la Chine, le Japon, la France, le Canada, l'Inde, l'Italie restent toujours encore les meilleurs qui sont
vraiment dans ce domaine. Toutefois, l'Afrique a son mot à dire parce que nous sommes des jeunes, nous avons aussi notre intelligence, notre capacité d'innovation et nous essayons de contribuer. L'Afrique a son mot à dire. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes économiques l'ont souligné. Le continent regorge de beaucoup de potentialités pour réussir dans ce secteur, mais toujours est-il que la réalité actuelle nous permet de constater que le commerce électronique en Afrique peine à décoller. Mais pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que justement, en Afrique, nous avons d'énormes difficultés. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de difficultés ou de défis pour le décollage donc, du e-commerce, il faut déjà noter que nous avons un gap d'accès à l'Internet. Nous avons dit le e-commerce, c'est le commerce en ligne. Et vous savez que l'accès à l'Internet demeure encore, même dans certaines administrations publiques, dans nos pays, demeure encore un luxe. Il y a un accès donc un peu faible dans ce domaine-là qui agit vraiment sur le développement du e-commerce. Il faut également dire qu'il y a la faible bancarisation qui est un élément qui agit aussi sur le développement du e-commerce dans nos pays. Et à cela aussi ajouter, disons, la méfiance. Parce que vous savez, quand nous parlons d'e-commerce, il y a la notion donc de commerce électronique, de virtuel, et déjà la méfiance avec le phénomène de cyber-insécurité et tout ça, cela fait que véritablement, eh bien, cela ralentit un peu le développement du commerce électronique. On pourra ajouter comme défi de l'e-commerce aujourd'hui dans nos pays le fait que le commerce traditionnel reste un peu encore ancré dans les habitudes. Les gens sont beaucoup plus habitués au paiement en espèces, à voir leur interlocuteur en face. Et ce qui fait que véritablement, il y a cette barrière qui joue fondamentalement sur ce développement-là. Il faut aussi noter que quand nous parlons du e-commerce en termes de défis, il y a aussi et surtout que parfois en termes de... Parce que nous parlons d'e-commerce, il y a le marketing digital qui suit, puisqu'un produit, quand nous prenons le commerce traditionnel, les mêmes pratiques de vulgarisation pour faire connaître le produit, parce qu'une plateforme de vente en ligne, c'est en soi un produit qu'il faut promouvoir, qu'il faut faire connaître, et donc parfois la barrière entre disons, la barrière de connaissance, d'accord, et de niveau des promoteurs de cette plateforme-là également joue également dans l'accès, parce qu'il y a des plateformes qui véritablement ont du mal à se faire connaître et à émerger également. Donc voilà un peu quelques difficultés, quelques défis qu'on pourra approfondir au cours de cette émission. Johannes Goudiano, est-ce que vous vous retrouvez à travers ces défis qui font face aux entreprises qui veulent véritablement évoluer dans le secteur du e-commerce? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, l'accès à l'Internet, c'est le pilier de l'e-commerce. Aujourd'hui, quand je me réfère aux récentes statistiques de la CNUSED, il est clair que le Bénin, tout comme d'autres pays, surtout de l'UEMOA, ont beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et si la population, le consommateur, n'a pas encore accès à ce canal-là, à ce réseau, comment les transactions seront possibles? C'est presque impossible. À tout ce que M. Steven a ajouté, je pourrais ajouter également l'environnement financier, parce que l'écosystème financier ne permet pas vraiment de booster l'e-commerce dans nos pays. Il y a encore une certaine réticence, une certaine méfiance des investisseurs. Et quelques de ces méfiances sont aussi légitimes parce que les statistiques sont-elles assez disponibles pour permettre la prise de risque? C'est des problématiques aujourd'hui et qu'il faut vraiment relever comme défi. Et en dehors de tout ceci, les barrières socio-culturelles, la méfiance.
Mais cette méfiance, je dis que c'est encore les premiers acteurs de l'e-commerce qui l'ont entretenu. Parce que quand vous prenez nos mobile money aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, dans cette année même, il y a quelques mois, on a constaté un opérateur GSM qui a eu un certain nombre de comportements de facturation, d'opérations à l'insu du consommateur final. Ceci a créé encore de méfiance. Et tout ceci, il faut le dire, dépend d'une stratégie nationale institutionnelle de réglementation et du secteur. On reviendra, oui, en plus. Sur ce point, je voudrais ajouter quand même qu'il faut quand même noter que, et c'est dommage, en espérant que qui de droit puisse corriger, on a assisté dans ce même pays, puisque on a des exemples concrets à l'augmentation du coût du data. Ah oui. Et quand nous parlons d'e-commerce, c'est vrai qu'il y a quand même une utilisation quelque peu marginale. On va dire que les gens sont parfois sur Internet et tout pour parfois des futilités, somme toute. Mais cela ne justifie pas qu'on assiste à ce genre de surenchère, parce qu'il lui fallu normalement entamer une sorte d'éducation. Parce que la solution n'est pas de surenchérir, par exemple, le coût du data, non. Par contre, la solution, c'est, puisqu'on a, par exemple, dans certains de nos pays, plus précisément au Bénin, un ministère en charge donc du numérique, la problématique aurait pu être d'inciter les services déconcentrés à engager une sorte de sensibilisation, à mettre en place, parce que nous avons quand même, dans la plupart de nos pays, une jeunesse un peu désœuvrée, qui en fait utilise Internet de façon pour le papotage, c'est-à-dire c'est juste des futilités. Pour le divertissement. Pour le divertissement. Alors qu'en réalité, c'est une mine. C'est une mine qui peut permettre et faciliter en fait la création d'emplois, la création de richesses. L'économie numérique est une réalité. Donc, il lui fallu voir dans ce sens-là et aider à améliorer la compréhension que de faire ce genre de choix, parce que in fine la conséquence c'est que on aura juste amené une certaine frange, une certaine personne, une certaine catégorie à avoir un accès limité en raison du coût, mais au finish, est-ce qu'on promeut comme ça l'évolution, le développement? Non, je crois qu'il y a cet aspect qui est très important. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, M. Dayon a relevé qu'il y a le B2C et il y a également le J2C et le J2B et autres. C'est-à-dire que l'État central, qui aujourd'hui, quand on prend dans les achats et les transactions, ne serait-ce qu'à l'interne, en fait, constitue, disons, un grand acheteur. Et en cela, la volonté peut partir de là et aider justement les autres qui sont des interlocuteurs, des entreprises qui sont en relation avec ces différents services déconcentrés de l'État, ces différentes structures, à se mettre au pas. Et donc, il y a un défi réel en ce sens que la volonté politique sera déterminante pour ce développement du numérique. Bien sûr. Allez-y. Bien sûr. Et les statistiques, les évaluations de CNUSAID ont été claires. Ouais. Lorsque nous prenons l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, on constate que en termes de classement, nous sommes vraiment en arrière. Le Bénin est 138e en termes d'indice d'e-commerce B2C, par exemple. Le Togo également. Le Bénin a eu 20% en termes de population vraiment connectée, tandis que le Togo en a eu 12%. Et le Niger, tout près, a occupé le dernier rang, 152e sur 152 pays, avec 5% de sa population. Et quand on se refait également au rapport de la Banque mondiale, c'est clair, à peine 3% ou 4% en moyenne des internautes, de nos internautes, arrivent à faire des achats en ligne.
Donc, il y a une question d'éducation, de sensibilisation qui doit se faire. L'infrastructure également, en termes d'accès, pose un problème. Si nous enlevons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui ont aujourd'hui plus de 40% de population en termes de connectivité réelle, c'est que nous autres, nous avons un réel défi. Parce que quand je prends les statistiques de l'ARCEP pour mes études de marché, et je vois déjà que sur plus de 6 500 000 d'abonnés à Internet mobile, nous avons encore 61% qui sont à la technologie 2G, malgré que ça soit, la data soit encore bien facturée, et que à peine 9%, pour être plus précis, 8,9% des Béninois ont accès à la 4G, au moment où d'autres parlent déjà de 5G. Voyez-vous, il y a un grand défi et il faut que l'État ait une stratégie réelle de développement de l'e-commerce. C'est vrai, on parle de l'économie numérique, mais dans l'économie numérique, on a plusieurs d'autres aspects et l'e-commerce de façon spécifique, on doit pouvoir, si possible, avoir une direction avec une stratégie de développement de l'e-commerce au Bénin. C'est très important. Non seulement au Bénin, mais dans beaucoup de pays africains. Alors, parlons, nous venons de parler de l'Internet. Le problème se pose aussi bien du côté de l'accès qu'au niveau du coût, et bien évidemment. Mais il y a un autre frein, un autre aspect qui pourrait constituer un frein au développement du e-commerce dans nos pays africains, c'est au niveau du paiement. Aujourd'hui, le taux de bancarisation dans nos pays africains, en Afrique, selon les statistiques que j'ai, n'atteint que 20%. 20% d'Africains ont un compte bancaire, alors que pour ce qui est du e-commerce, les échanges se font par le biais des cartes bancaires et consorts. Cela constitue également un frein. Oui, absolument, ça constitue un frein. Et là-dessus, je crois que le système bancaire en Afrique, j'associe encore une fois cela à la volonté, au manque de volonté politique. Parce que je considère qu'il y a quand même un moteur qui doit indiquer la voie et c'est vraiment à ce niveau-là. Le système bancaire aujourd'hui dans son ensemble et tel que cela se fait a des coûts prohibitifs, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que quand vous voyez dans un passé récent dans notre pays, rien que pour les frais de tenue de compte, vous allez dans des banques où on vous dit c'est des montants qui constituent en quelque sorte des frais à l'entrée. Personnellement, je dis à un proche de moi qui, pendant longtemps, a toujours refusé d'avoir un compte bancaire. Et l'événement malheureux qui l'a amené un jour à finalement, après plus de 60 ans finalement, de se décider à ouvrir un compte bancaire, c'est qu'un jour il avait de l'argent dans sa voiture, il est allé déposer l'un de ses enfants qui devrait composer au BPC. Le temps de revenir, il avait un problème de chauffage au niveau du véhicule qui a pris feu, il avait près de 800 000 francs dans le véhicule, mais tout est parti en fumée. Tout est parti en fumée. Et je crois que ça a été un peu le déclic. Finalement, il l'a fait. Mais l'argument, c'était quoi? Mais les frais de tenue de compte étaient trop élevés. On a vu, les banques ont fait un effort qui est relativement, mais on peut encore mieux faire, par exemple. On peut mieux faire. Et aussi, en termes d'offres, et d'intéressement donc de la population. Ailleurs, les gens donnent la possibilité aux clients d'avoir des ouvertures de compte gratuites, d'avoir même d'autres avantages, des frais de tenue de compte qui sont pratiquement insignifiants. Parce que justement cela permet de gagner sur le volume et également sur des services bancaires associés. C'est-à-dire que en fait le bénéfice n'est pas vraiment sur les frais de tenue de compte, mais c'est sur les services bancaires qui sont offerts aux populations, aux clients. Donc il y a nécessité de revoir un peu la politique dans ce sens-là et disons amener le grand nombre a véritablement adhéré à ces, comment appelle-t-on, à
donc avoir des comptes bancaires et justement aussi encourager, disons, les transactions interbancaires. Je crois que l'État peut quand même faire une certaine incitation dans ce sens, amener et les banques et également les populations à vraiment s'intéresser à cette forme donc d'échange pour que véritablement cela puisse aider. Donc ça, c'est un défi, un gros défi, mais avec de la volonté politique. On peut inverser les choses. Oui, Johannes Gouzanou, pour vous qui êtes dans le secteur, c'est un secret de polichinelle que le mode de paiement demeure à l'état classique. Oui. Le mode de paiement n'est pas seulement à l'état classique, mais il est aussi très, je dirais, il souffre de l'insécurité. De l'insécurité parce qu'aujourd'hui, même quand on va en dehors des taux de bancarisation qui sont faibles, surtout dans l'UEMOA, et on voit la question de sécurité lorsque je fais le paiement en ligne. On a déjà un environnement de méfiance où on veut voir celui qui nous vend le produit, lui remettre si possible l'argent, le cash, et ce qui ne se passe pas forcément dans l'e-commerce. Et encore là, on a la cybercriminalité, on a d'autres freins. Je vous donne un exemple. J'étais en voyage, en mission, et de retour de ma mission, je constate, quand je faisais mon retrait, qu'il y a eu une surfacturation de plus de 400 000 sur mon compte. Alors, je me suis rapproché de la banque. J'ai demandé à savoir ce pourquoi j'enregistre une double surfacturation, en tout cas, sur mon compte. Ils m'ont dit que sûrement, je me suis fait arnaquer. Je dis non, tout sauf ça. Comment je peux me faire arnaquer si j'ai toutes les factures de mes transactions? Et je leur ai sorti toutes mes factures. Heureusement que c'est un pays dans lequel tout ce que j'ai fait comme transaction était à base de ma carte bancaire. Et ils ont appelé la direction générale. Je dis que j'ai toutes les preuves contre tout ce qu'ils m'avancent comme argument. Ça n'a pas fait 30 minutes. On m'a dit, monsieur, nous sommes vraiment désolés. Excusez-nous, c'est notre système qui a bugué. Voyez-vous, il y a de ces genres de soucis. Imaginez que ce n'est pas quelqu'un comme moi, une bonne dame qui a vécu ce cas. Elle n'aura plus jamais envie de payer quelque chose en ligne. Et encore moins à l'extérieur. Voyez-vous. Donc, il y a le problème de sécurité qui se pose. Nous, à notre niveau, on a pris quand même certaines dispositions pour éviter ces genres de mésaventures à nos clients. Parce qu'on a une carte d'abonnement. Une fois que nos clients sont abonnés, ils peuvent faire toutes leurs transactions via la carte, via un QR code avec leur code personnel. Et cela les désengage également des frais supplémentaires de paiement. Aujourd'hui, pour une petite transaction, vous avez un frais supplémentaire de 100 francs, de 400 francs, etc. C'est des choses qui découragent en fait le consommateur béninois. Et pour vraiment promouvoir le secteur, nos dirigeants, nos décideurs doivent pouvoir prendre des mesures pour dire, voilà, pour tout ce qui concerne les transferts domestiques, d'achat, etc., vous devez pouvoir adopter tel tarif vis-à-vis d'eux. Cela va inciter la population à au moins essayer l'acte d'achat. Parce qu'une fois qu'il y a la satisfaction, on est tenté de renouveler cet acte d'achat. Mais au-delà de tout ceci, il y a le coût de la transaction qui est toujours élevé. Il y a l'expérience de ma propre personne où j'ai eu à faire un achat en ligne de $1, mais le coût de la transaction était à $5. Par exemple, il y a aussi ce problème, cet aspect. Oui, il y a malheureusement cet aspect et c'est la problématique, c'est vraiment comment est-ce que la chaîne de paiement est organisée, est structurée. C'est ça également le problème, parce que quand nous prenons aujourd'hui le coût de la transaction, c'est vraiment prohibitif à la limite, on va le dire comme ça. Et M. Dayon le disait tout à l'heure, quand on prend les paiements, ne serait-ce qu'à l'interne, et que vous devez faire une transaction et que vous payez 100 francs sur environ 5 000 francs, même déjà 2 000 francs et autres là, c'est assez
on va dire, c'est usurier. Normalement, ça ne pouvait pas aller jusqu'à ce taux-là, vous voyez. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons les autres moyens, comme nous voulons faire, comme vous l'avez dit, les taux, parfois, c'est ces aspects-là qui retiennent un peu et qui découragent. Parce que, au finish, ce que nous obtenons en termes de coût, par rapport donc aux produits que nous avons, le coût est relativement élevé et en cela joue beaucoup sur l'engouement à vraiment aller vers vraiment le e-commerce et voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai du mal, par exemple, à faire des achats en ligne. J'hésite. Ouais. Contrairement il y a quelques mois en arrière, j'hésite parce que quand il faut acheter un produit à 600 francs CFA et dépenser comme coût de transaction 2800, c'est une carte d'une banque dont je vais taire le nom sur ce plateau. Donc ça devient compliqué pour le citoyen lambda. Et c'est quand même... Bon, c'est un grand souci. Je pense qu'il y a un manque de volonté dans ce sens. Et c'est à croire qu'on mise un peu sur la fiscalité, les recettes sur les flux financiers, mais en même temps, on est en train de piétiner le développement de l'e-commerce. C'est simple. Parce que s'ils arrivent à adopter ces genres de frais, c'est parce qu'ils versent quand même quelque part leur impôt. Si aujourd'hui nous avons nos opérateurs de téléphonie mobile qui n'ont pas encore complètement ouvert le système, ils restent quand même les premiers contribuables du Bénin, par exemple. Donc l'État a un peu du mal à frapper ses meilleurs partenaires pour encourager les plus petits que nous sommes, parce que l'e-commerce aujourd'hui, en termes de statistiques, qu'on nous dise quelles ont été les transactions qui ont vraiment été faites en une année en termes d'e-commerce. Quand on prend le volet agriculture, par exemple, on prend le volet tourisme, par exemple, qui est un grand secteur du Bénin. Et l'autre chose, quand je me suis intéressé dans mes études de marché aux statistiques de l'ARCEP, je constate que sur une valeur de plus de 3 milliards des mobile money au Bénin, c'est qu'on a 88% qui sont réservés juste à 3 opérations clés. L'opération de recharge de leur propre unité, les consommateurs, l'opération de dépôt et de retrait. Mais quand on prend les trafics domestiques et on prend les trafics internationaux, nous sommes à peine 11%. Que fait l'État alors pour amener le consommateur lambda à beaucoup plus s'habituer à ces genres de paiement en ligne pour que ça ne soit pas juste? Parce que s'ils adoptent aujourd'hui les mobile money, c'est parce qu'ils ont eu un problème en termes d'accès aux services bancaires. Et si à ce niveau encore il y a de coûts, ce n'est pas la peine. Justement, est-ce que les moyens de paiement mobiles peuvent constituer des alternatives au système bancaire en termes d'e-commerce? Bon, je crois qu'à date, en tout cas pour ce qui concerne le Bénin et pour ce que je sais, ça constitue déjà une alternative. La plupart du temps, aujourd'hui, vous avez par l'intermédiaire, c'est-à-dire de la transaction qui passe par le mobile money et qui va au niveau des blockchains, et après vous allez sur un convertisseur et puis vous allez. C'est vrai que ça fait une longue chaîne et ça fait des coûts additionnels, mais relativement, cela constitue une alternative. Et je voudrais dire que la question par rapport à la banque que vous avez évoquée tout à l'heure est une question actuelle. Et je pense que vous m'excuserez de par moment rapporter les choses à la volonté politique. Je crois fermement que c'est l'État qui donne le ton, qui établit une certaine politique. C'est vrai que nous sommes dans l'économie libérale et tout, mais il y a la régulation qui est là pour pouvoir encadrer. Et je crois que pour ces banques-là, par exemple, même parfois, vous avez la carte, vous avez la disponibilité, mais vous ne pouvez même pas effectuer la transaction. Je ne vous dis pas, la dernière fois, je devrais me rendre dans un pays de la sous-région. J'avais fait, parce qu'il fallait faire des paiements
en ligne, la réservation de chambres d'hôtel et tout ça, et fait les paiements en ligne. J'avais de la disponibilité sur la carte, je ne vais pas appeler le nom de la banque, mais j'ai sué sang et eau avant de pouvoir réussir cette transaction. Et à la limite, vous essayez une fois, on vous dit il y a un problème, il faut joindre la direction dans tel autre pays, on vous laisse. Mais c'était vraiment la croix et la bannière. Et il n'y avait pas vraiment, on va dire, d'interlocuteur pour vraiment. Et ça continue jusque-là. C'est toujours d'actualité. Ce que ça veut dire, ce n'est pas quelque chose qui a déjà été corrigé. Et il faut que la régulation puisse voir de ce côté. Alors finalement, quel est le moyen de paiement idéal pour le continent africain? Une belle question. Une belle question. Sinon, s'il ne tenait qu'à nous, c'est que on peut avoir une interopérabilité entre les différentes plateformes à moins de coût. Par exemple, je prends notre carte anti-sculpture. On doit pouvoir l'utiliser, par exemple, avec une carte Visa. On doit pouvoir l'utiliser, par exemple, quand on a un compte bancaire, on a un compte de monnaie mobile. C'est des choses qui peuvent se faire, c'est bien possible. Mais pour y arriver jusqu'à un niveau continental, d'abord, il faut une vision partagée, une vision commune. Une vision intégrée. On n'en a pas, on n'en a pas. De tous les 8 pays de l'UEMOA, c'est seulement le Sénégal qui jusqu'à aujourd'hui dispose d'une stratégie de développement de l'e-commerce qui a été lancée en décembre passé. Comment pourriez-vous imaginer cela alors que l'e-commerce constitue déjà 36% du PIB mondial? Donc on est tellement en retard et l'urgence aujourd'hui c'est que nos dirigeants, nos décideurs, puisque c'est à eux que dépendent finalement de tout ce qu'on dit, ils prennent vraiment les dispositions qu'il faut, qu'ils travaillent de façon inclusive avec les acteurs. C'est très important. Monsieur Queneau? Oui, absolument. Ça, c'est inévitable. Et je crois que pour rebondir sur l'aspect que M. Dagnon a relevé... Goudianou, autant pour moi. Je sais pas pourquoi je dis. Monsieur Goudianou, voilà. Alors, il faut dire que... c'est certainement Johannes là qui me... Voilà, c'est bon. Monsieur Goudianou. Alors, il faut dire que quand nous prenons aujourd'hui le secteur, enfin, quand parlons du e-commerce au Bénin aujourd'hui, il n'y a pas un cadre réglementaire clair. On ne sait pas qui fait quoi, dans quel contexte, en termes de redevabilité vis-à-vis de l'État, qu'est-ce qui est dû, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a cette clarification qui est nécessaire et obligatoire. Ce n'est plus un luxe. Et je pense que nos autorités, à divers niveaux, doivent pouvoir se préoccuper très rapidement de cette question-là pour clarifier. Voilà des questions nécessaires et d'urgence pour l'État, pour nos nations, parce que dès que le cadre est défini et que les services qui ont compétence à le faire procèdent à la vulgarisation, parce que ça, c'est encore un autre défi. Parfois, on prend des textes et autres, mais voilà, chacun va dormir, ça dort dans les tiroirs et tout, ce n'est pas vulgarisé, c'est comme si c'est des secrets de couvent et tout. Et il y a des aspects, c'est quand peut-être il y a quelqu'un qui tombe sous le coup, qu'on va brandir cela pour dire, voilà, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais il y a des garants, des personnes qui sont censées assurer la vulgarisation. C'est vrai qu'il y a un effort qui se fait aujourd'hui pour rendre disponibles tous les tests de créer loi et consorts qui sont pris dans notre pays, le Bénin par exemple, mais cela peut aller au-delà. On peut faire plus parce qu'il y a des services qui doivent s'auto-saisir de ces dispositions une fois que c'est pris et en assurer la vulgarisation. Parce que c'est ça, justement, qui va constituer l'éducation et amener, en fait, les uns et les autres à savoir que le canevas est déjà défini et que on peut emprunter maintenant le tunnel pour saisir les opportunités et pouvoir le faire. Parce que sinon, il y a comme un flou
qui ne profite à personne et qui laisse tout le monde en fait dans le doute et dans l'insécurité. Et ça ne permet pas vraiment de prendre des initiatives. Il y a nécessité en fait de corriger cela. Alors, pour vous qui êtes dans le secteur du e-commerce, quel pourrait être le cadre réglementaire et institutionnel adéquat? Je dirais déjà qu'il faut qu'on ait une stratégie de développement de l'e-commerce. Si nous prenons le coton aujourd'hui, on a une stratégie. Quand nous prenons la filière cajou, par exemple, c'est organisé. Mais pourquoi pas l'e-commerce, si on veut vraiment en faire une source de développement? Si déjà, au-delà du code numérique, on peut déjà avoir, pourquoi pas, un code de l'e-commerce au Bénin où on sait que, voilà, les acteurs sont protégés d'une telle manière et à telle frontière dans l'exercice de telle activité. Je pense que ça aura encore porté un peu plus au développement du secteur. Et l'autre chose, si j'ai quelque chose à ajouter aussi, c'est que aujourd'hui on est dans un monde où on est tous interdépendants. Il faut choisir également les secteurs clés sur lesquels vraiment on veut agir. Si dans le PAG, le programme d'action gouvernementale... Là, vous êtes au Bénin. Oui, je suis au Bénin. Si on veut faire la promotion du tourisme et c'est les filières clés, alors quelle stratégie d'e-commerce réellement adopter pour booster ce secteur-là? Moi, je m'attends à ce qu'on me dise, par exemple, cette année, on a, sur le plan de l'agriculture, telle contribution de l'e-commerce au PIB ou à telle hauteur du chiffre d'affaires observé dans le secteur agricole. C'est les choses que je voudrais bien avoir. Mais on ne peut pas encore y arriver si vraiment ces bases ne sont pas définies. Alors, si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est également parce que la majeure partie de la population africaine ne sait pas de quoi il s'agit concrètement. Aujourd'hui, il va falloir sensibiliser. Absolument, il va falloir sensibiliser. Parce que c'est du nouveau qui arrive. Jusque-là, ils ont eu l'habitude de payer, d'aller au marché, d'aller payer physiquement, de faire les échanges de marchandises et de monnaie et physiquement. Il va falloir sensibiliser les populations autour de la chose si on veut que ça marche. Absolument, il va falloir sensibiliser les populations et c'est cela que je mets dans l'éducation au e-commerce. Il y a une sorte de changement de paradigme qui doit s'opérer parce que justement nous sommes sur un marché globalisé et aujourd'hui disons la dynamique est en train de changer. Donc il y a que disons les services ou les directions assermentées doivent pouvoir prendre les initiatives qu'il faut et le premier départ c'est déjà le cadre. Définir le cadre. Ça, c'est très important. Vous savez, il y a une actualité récente. Bon, voilà, je me garde un peu d'évoquer de façon précise les noms des structures concernées, mais où on a appris, parce que, voyez-vous, on a avec toute la méfiance et le flou qui entoure pour le moment le e-commerce, parce que les gens ne savent pas réellement de quoi cela retourne et qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, dans quelle forme est-ce que cela peut se passer réellement sans qu'on ne se dise qu'on est peut-être en train de subir une arnaque ou ci ou ça. Qu'est-ce qui permet de reconnaître un vrai acteur du e-commerce et un arnaqueur. Voilà. Et dans ce contexte-là, il y a eu des hésitations par-ci, par-là pour ceux qui ont été, disons, prospectés, on va dire comme ça. Et puis, comme ça, on apprend, voilà, tel a été interpellé, tel autre, mandat de dépôt. Et puis, jusque-là, silence radio. Vous voyez, ce silence radio-là n'est pas de nature à véritablement aider et améliorer, à renforcer la confiance. Il serait nécessaire que dans de pareilles situations, par exemple, qu'il y ait une communication officielle. Ça apaise, ça situe le cadre. Et mieux, que dans ce contexte, qu'il y ait, par exemple, une initiative de clarification pour permettre aux uns et aux autres, en fait, d'être plus à l'aise. Parce que, voyez-vous, ce genre d'action, ce genre de fait, crée d'une manière ou d'une autre une sorte de psychose parce que, justement,
voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui advient, comment ça se passe et tout. Et ce n'est pas de nature à renforcer, disons, la certitude ou l'envie des uns des autres d'aller vers. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on ne sait pas. Y compris les investisseurs. Y compris les investisseurs aussi. Donc voilà, c'est très important. La sensibilisation, ça, ce n'est plus... C'est une nécessité. C'est une nécessité et je voudrais espérer que ce choix soit fait pour que vraiment on puisse avancer. Alors, Johannes Goudianou, 70% des Africains ne savent pas encore qu'ils n'ont plus besoin de se déplacer, de faire de longues distances pour aller prendre un produit dont ils sont dans le besoin et que depuis leur maison, à partir d'un clic sur leur smartphone, ils peuvent juste faire leurs courses. Aujourd'hui, ils ne le savent pas et cela constitue aussi des difficultés pour vous autres. Bien sûr, et c'est un peu paradoxal parce que quand nous parlons d'e-commerce, n'oublions pas aussi l'économie informelle qui est là, où la bonne dame, déjà dans sa petite boutique, prend son application WhatsApp et fait un audio à tel client pour dire « Ah, j'ai tel truc », et envoie les photos et déjà vend. Donc, il y a aussi cet aspect de la chose. Mais du point de vue officiel, en tant qu'entreprise, je me formalise, je suis dans l'e-commerce, j'ai mon application mobile, mon application web, mon site. Tout et tout. Il y a vraiment un grand défi. Au finish, vous verrez que presque toutes les plateformes d'e-commerce se rallient finalement à ces applications WhatsApp, Facebook. Donc, au finish, il y a un foutu. Au même moment que l'internaute va sur son compte Facebook par exemple, crée une boutique sur Facebook, boutique Facebook et autres. Au même moment, il y a des entreprises qui ont leur site web, qui ont investi des millions. Aujourd'hui, si vous voulez demander une prestation de quelqu'un pour vous concevoir un site web vraiment digne du nom avec une application, c'est un budget lourd. Ce n'est pas une question de 100 000 francs, de 100 000 francs. Vous investissez et c'est après ça que vous allez espérer des rendements. Et l'autre chose, quand on parle d'e-commerce, il faut également un cadre fiscal qui puisse booster la chose. On n'a pas... Aujourd'hui, je suis une entreprise, nous avons une entreprise d'e-commerce, mais en termes de fiscalité... Vous êtes traité au même titre que les autres. Exactement. Le chiffre d'affaires, comment ça se déclare? Est-ce que je vais juste considérer les livraisons? On me parlera d'intelligence économique. Mais après, quand l'État dit que non, vous devez déclarer tout ce que vous avez acheté et revendu, ça pose problème. Du jour au lendemain, l'entreprise peut se voir fermée. Donc, il y a ces aspects-là qu'il faut déjà éclairer. C'est très important. Et l'autre chose, c'est aussi les compétences. Et si nous voulons vraiment développer l'e-commerce, il faut vraiment qu'on forme des gens à cela. Vous prenez, j'en ai essayé plusieurs, qu'ils m'en excusent, des ingénieurs informatiques qui sont sortis de l'université avec leur master et autres, mais vous leur demandez la création d'un site web vraiment pour l'e-commerce, ils n'y arrivent toujours pas. Donc il y a des formations aussi techniques, pratiques qu'il faut déjà instaurer dans nos universités. Parce que la théorie, c'est pas ça. Vous voyez aux États-Unis un jeune de 15 ans déjà qui vous crée des sites web malades. Quand je dis malade, c'est un terme, un truc vraiment ouf, quoi. Mais au Bénin, qu'en avons-nous? Et quand je vais aussi sur l'autre aspect sensible de nos entreprises e-commerce, l'approvisionnement, la qualité des produits. Parce que moi, je dis toujours, si je dois faire l'e-commerce de quelque chose qui existe et qu'on peut déjà avoir à côté, avec les mêmes coûts, les mêmes qualités, autant me reposer. Il faut donc des produits d'une valeur ajoutée donnée. Et c'est toute une chaîne.
il y a des startups qui viennent nous voir. Ah, monsieur, on veut mettre tel produit sur votre plateforme, etc. Mais quand on évalue la qualité, il y a toujours un problème à ce niveau. Et le problème qui se pose à leur niveau, c'est aussi l'accès au financement, l'accès aux appuis pour qu'ils puissent améliorer leurs produits. Alors, c'est beaucoup de problèmes que vous avez évoqués à la fin, mais je reviens sur le problème formation. Oui, absolument. Et ça, j'allais rebondir sur ça parce que, vous savez, dans nos universités, aujourd'hui, la problématique du curricula de formation, il y a un véritable cap à ce niveau. Et la dernière fois, on l'évoquait avec un autre intervenant. Vous savez, lorsque, par exemple, vous allez dans la plupart de nos universités aujourd'hui, vous vous rendrez compte que lorsqu'on parle, par exemple, lorsqu'on dit, même pour les informaticiens, hein, le parc informatique dans nos universités, mais c'est, excusez du peu, c'est ridicule. Parfois, vous avez encore des universités dans lesquelles vous avez, on dit 2 heures d'informatique, 3 heures, où c'est la pratique archaïque pour découvrir la suite Microsoft. Vous avez des informaticiens qui, disons, connaissent ou développent des applications juste en théorie, qui n'ont pas normalement, enfin, de mon point de vue, le cycle devrait être que à la fin, le parchemin est mérité parce qu'on a développé un projet qui va pouvoir être utile. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est possible financer déjà dès la soutenance. Financer dès la soutenance, c'est-à-dire que on a, comment on va dire, gestion des entreprises. Que c'est pas une critique pour que les universitaires pensent là, vous prenez l'aspect technique, technologique, informatique. Oui. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est comment peut-on comprendre que nous sommes à une ère où le e-commerce, le numérique est en train de prendre le pas sur la mécanique, le physique, et que dans nos grandes écoles de commerce, oui, on n'enseigne pas encore le marketing digital, et que cela soit dans nos grandes écoles de commerce, il n'y a pas encore des curricula pour former des gens à la pratique du e-commerce. Mais justement, il y a un besoin de mise à jour, en fait, du corps enseignant. Une fois encore, et ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas un corps enseignant de qualité. Non, pas du tout, loin de moi cette idée, mais je dis, il y a une nécessité de mise à jour. Parce que aujourd'hui, qui sont ceux qui veulent former sur le marketing digital? Sont-ils déjà en capacité? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils savent vraiment? Et est-ce qu'eux-mêmes, on leur a offert l'occasion de comprendre et de pouvoir appliquer? Parce que on ne pourra pas juste prendre, comment je veux dire, des ressources disponibles sur Internet et venir juste dans une salle et voilà, se dire qu'on est en train de donner un cours sur le marketing digital. Il faudra normalement que ce soit vraiment de la pratique. Et donc, ça pose vraiment le problème de choix et d'orientation. Il y a vraiment cette nécessité-là. Je crois que nous pourrions espérer que les pouvoirs publics, ceux qui ont la responsabilité, voilà des questions qui nécessitent vraiment que des décisions urgentes et nécessaires, que des réformes soient engagées, parce que c'est nécessaire, sinon nous avons des personnes qui sont formées mais qui ne répondent pas vraiment aux exigences du marché de l'emploi, aux exigences de la dynamique du marché, tout simplement. Je suis convaincu qu'aujourd'hui vous êtes un autodidacte et que vous vous formez, vous pratiquez en vous formant et vous vous formez en pratiquant, mais c'est pas ce qui est conseillé. On ne saurait comprendre que à l'ère du digital, du numérique, et que le e-commerce est en train de se développer, et que en Afrique, dans nos universités, il n'y ait pas encore des écoles qui forment en la matière. Oui, au même moment, il y a quand même des jeunes aujourd'hui qui ont pris conscience de la situation, qui se forment. Sur le tas.
oui. Après leur formation universitaire en informatique de gestion, tout ça, ils suivent des formations pratiques et c'est très très important. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est un conseil qu'ils commencent de sitôt. Et nous, personnellement, dans notre équipe, nous avons pu réunir plusieurs compétences, et que ce soit en développement d'applications mobiles, web, intelligence artificielle, tout ça. Mais ce n'est pas toujours facile. Il faut soi-même, en tant que leader de l'équipe, se faire former également dans ces domaines-là. Parce qu'avant tout, l'e-commerce est un domaine un peu technique. Ah oui, il faut s'y connaître un peu. Donc, il faut toujours avoir l'ouverture d'esprit. Il faut être ouvert aux connaissances extérieures. Tout à l'heure, j'ai appris par exemple de mon aîné, et quand il abordait certains points, je me suis dit, waouh, il faut que je prenne déjà en compte. Donc, il y a tous ces aspects. Et tout comme d'autres domaines, vous ne pouvez pas finir banquier par exemple de formation et déjà maîtriser tous les rouages du secteur bancaire. Il faudra pratiquer, il faudra accepter, se faire former, etc. Il en est de même pour l'e-commerce. Vous l'avez souligné, oui, M. Kinom. Je voudrais juste restituer quand même quelque chose pour dire qu'aujourd'hui, il y a l'Université d'Abomey-Calavi qui fait un effort dans ce sens. Ça, il faut restituer cela au niveau de l'École nationale d'économie appliquée de management, où il y a cette filière de marketing digital qu'ils ont ouvert et qui permet donc aux gens. Mais je pense que l'effort doit être un peu poussé. Avec les réalités aujourd'hui, ce n'est pas à l'université qu'on va découvrir le marketing digital. Je pense que c'est déjà depuis le secondaire. C'est-à-dire que tout au moins, même si on ne peut pas aller jusqu'au primaire, je crois que c'est déjà depuis le secondaire, on a un ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Je crois que c'est pas à l'université, c'est beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un peu, disons, les statistiques en termes de scolarisation, combien de personnes, en fait, qui font les études secondaires, font finalement des études universitaires? Mais il y a une grosse masse de personnes qui ont besoin, en fait, d'être opérationnels sur le marché donc, de l'emploi, ou donc en termes d'auto. Et donc, ce que vous demandez, c'est que les gouvernements puissent anticiper oui, absolument, pour que vraiment cela puisse vraiment... Ouais. Alors, nous allons avancer dans ce débat, et Johannes l'a souligné tout à l'heure, le difficile accès des entreprises du e-commerce au financement. Cela a amené récemment Afrimarket et Yatou en Côte d'Ivoire à mettre la clé sous le paillasson. Aujourd'hui, le leader africain en matière de e-commerce, Jumia, a également des difficultés en la matière. Comment vous le vivez, Johannes? C'est vraiment triste. C'est une triste réalité et c'est un combat de tous les jours. Et tout à l'heure, avant de venir sur ce plateau, j'étais à une compétition de la Banque africaine de développement en ligne, et quand on constate que les investisseurs, il y en a qui ont vraiment la volonté d'investir, mais n'ont pas encore toutes les garanties. D'abord, en termes de données, déjà sur le marché, pour évaluer de façon concrète le potentiel, la cible que vous attaquez, quels sont vraiment les potentiels de croissance, de rentabilité de leur entreprise. Vous allez beau leur présenter un business plan, vous allez beau leur présenter un plan d'extension de vos produits, mais il y a toujours une méfiance qu'ils gardent. Quand nous prenons même Jumia dont vous parlez, ils se sont installés dans certains pays d'Afrique, pas dans tous les pays, et ils se sont basés sur des critères dont aussi le taux d'accès de la population à la connexion Internet. Aujourd'hui, quand je suis en face d'un investisseur qui me demande quel est le taux de bancarisation dans ton pays, et je me retrouve finalement autour de 27%, et qu'il me demande quel est le nombre de personnes qui utilisent l'Internet vraiment. Donc c'est des choses qui découragent. Au finish, on persiste, on persévère dans l'e-commerce parce qu'on aime ce qu'on fait et on sait que bon, il y a un potentiel. En 2016, nous avons commencé cette affaire.
au début, j'ai même, après notre pré-lancement, présenté un de mes projets à la CCIB, là, la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin. Et un aîné, un coach, un mentor, a pris le micro et m'a dit, Johannes, s'il te plaît, va chercher autre chose à faire. Sérieux. Et j'ai pris le micro et je dis non, si vous ne dites pas ce que je dois faire pour améliorer mon idée d'e-commerce, mon projet d'e-commerce, je ne laisse pas le micro, personne ne présente ici. Alors, l'étroitesse du marché n'encourage pas forcément les investisseurs à aller dans ce sens, à aller dans le sens du e-commerce. Oui, l'étroitesse du marché, et cela est lié à tous les défis que nous avions relevés, que nous avons cités. Et donc, il y a un travail en amont à faire. Il y a ces défis-là, il faudra travailler là-dessus parce que, comme on a eu à le dire déjà lors d'une émission, un banquier n'est pas un philanthrope, c'est un commerçant de l'argent. Donc, voilà, il n'est pas là juste pour les beaux yeux d'un investisseur, d'un entrepreneur pour jeter de l'argent. Lui, il est un commerçant de l'argent, donc en conséquence, il est obligé de prendre des garde-fous. Et aujourd'hui, le système, donc l'écosystème, on va dire comme ça, du e-commerce ne présente pas vraiment des garanties qu'il faut, des garanties suffisantes pour vraiment rassurer. Donc il y a, parce que on a évoqué le cadre législatif absent, un flou. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut accepter de mettre de l'argent alors qu'il ne sait pas si cet entrepreneur qu'il est en train de financer, ce projet, en fait, peut être étouffé parce que, justement, il y a telle disposition où l'État va penser. Donc, il y a ces petits détails-là qui, en amont, méritent quand même de l'attention pour que nous puissions espérer. Mais, une chose est claire et certaine, c'est que demain est un meilleur jour. Demain est un nouveau jour, comme on le dit, et il y a à espérer. L'espoir est permis, parce que justement, l'Afrique a un potentiel immense et nous avons des niches qu'on peut exploiter pour pouvoir véritablement développer l'e-commerce. Et ça, c'est l'espoir et c'est vraiment que tout n'est pas encore perdu. Finalement, oui. L'autre chose que je voudrais peut-être ajouter pour montrer mon côté très optimiste, c'est aussi ça, la flexibilité quand on est dans le secteur de l'e-commerce. La flexibilité en ce sens que quand vous développez un business model, vous devez le suivre, le suivre comme du lait sur le feu. C'est-à-dire, quand vous essayez quelque chose, voilà, par exemple, une stratégie de livraison qui ne marche pas, qui ne répond pas, vous devez être en mesure déjà d'essayer autre chose au fur et à mesure pour voir ce qui est mieux adapté. Mais au début, quand on a commencé, c'était des livraisons simplement. On allait dans tous les sens. Un client commande parce que notre défi, c'est de livrer les 30 minutes qui suivent la commande. Donc, on allait dans tous les sens. Au finish, on a compris que non, il nous faut une stratégie d'abonnement. Parce qu'au moment où ils commandent, les producteurs n'ont toujours pas le produit disponible. Donc, avec l'abonnement, au moins, on a la garantie que le client va consommer selon cette quantité, on produit et on lui livre au temps voulu. Donc, il faut aussi le business model que nos entreprises adoptent et accepter aussi évoluer de façon plus ou moins réaliste. Si je vous comprends, mais il va falloir s'adapter, tenir compte des réalités du continent africain et s'y adapter en attendant que le continent ne prenne véritable date avec le e-commerce. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Stéphane Kenom, Zontono, administrateur de commerce. Vous êtes spécialiste en marketing et stratégie d'entreprise. Johannes Goudianou, jeune entrepreneur évoluant dans le milieu du e-commerce. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyse. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.
they want to get you